Bien le bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne keynote juste avant. Je suis avec Yoann, on va vous parler de CSS pour petit à main levée là, qui fait dev web du coup, j'imagine, la majorité est cool, qui fait du CSS très régulièrement, qui aime faire du CSS régulièrement. Ok. On a le bon public, je crois. On a le bon public, c'est cool. Non mais on va pas se mentir, hein. Moi aussi ça fait plus de 15 ans que je fais du développement web. Le CSS ça n'a jamais été mon grand amour. Et souvent effectivement quand on fait du dev web, on se retrouve à faire du CSS plus par nécessité que par envie. Et en fait il faut savoir que le CSS, donc c'est pas tout récent. Et pendant longtemps, ça n'a pas beaucoup évolué, mais effectivement, dernièrement, on a vu quand même beaucoup d'évolutions arriver. Et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que le CSS, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas super fan. J'en faisais. Pour moi, c'était un peu magique. Des fois, je faisais un truc qui me paraissait complètement logique quand je l'écrivais, ça ne marchait pas. J'allais sur Stack Overflow, je copiais-collais un truc, ça marchait, je ne savais pas pourquoi non plus. Mais en fait, pendant le confinement, hein, ça commence à remonter un peu maintenant, je suis tombé sur pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui faisaient des trucs de dingue en CSS. Il y en a qui font carrément des dessins animés, etc. Bon, sans aller jusque-là. Et j'ai commencé à m'intéresser. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, CSS, c'était un langage qui avait beaucoup évolué, qui était encore en train de beaucoup évoluer. Un peu comme le JavaScript, qui en 2015 a connu une révolution, on avait plein de choses d'un seul coup. Là, j'ai découvert plein de choses en CSS. Je me suis dit, mais c'est génial, on peut faire énormément de choses maintenant. Dans les 2 dernières années, on avait beaucoup de choses. Et plus je regardais, plus je me disais, en fait, ça devient vraiment effectivement un langage presque à part entière en CSS. On pourra même voir un peu plus tard. Il y a énormément de choses. On ne va pas vous montrer toutes les nouveautés de CSS des 10 dernières années. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer des choses qui sont arrivées récemment, des choses qui sont en train d'arriver. Donc vous allez voir qui marchent un petit peu derrière des flags, pas tous les navigateurs. Puis des choses qui marchent encore pas vraiment, qui sont encore plutôt en spec ou en draft. Donc ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Des gens qui veulent un peu réviser, des gens qui veulent commencer un peu à faire des tests, et puis ceux qui veulent voir dans 2, 3, 5 ans où est-ce qu'on en sera en CSS. Donc bonjour, encore une fois, merci encore à toutes et à tous d'être là. Je m'appelle Olivier, je suis développeur advocate chez AWS et aujourd'hui je suis avec mon ami. Eh ben, moi c'est Yoann, du coup je suis aussi développeur advocate chez Microsoft. Et du coup, Olivier vous l'a présenté en intro, il y a beaucoup de choses qui sortent dernièrement en CSS. Le rythme s'est vraiment accéléré particulièrement sur ces dernières années. La première question, c'est comment on se tient au courant finalement de toutes ces nouveautés, de toutes ces nouvelles features qui arrivent. Alors la première, c'est le site plutôt historique. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés sur le site du W3. Ça ressemble à ça. Pour un site qui présente la norme CSS, il n'est pas forcément très joli, on va pas se le cacher. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a un peu un Snapchat chaque année avec tout ce qui est sorti et toute la doc un peu détaillée des nouvelles fonctionnalités. Après, si vous essayez de regarder, vous allez voir que c'est pas le truc le plus sympa à lire. Après, si ça vous intéresse de regarder, typiquement si vous avez un problème et que vous ne trouvez pas de solution simple ou sympa de le résoudre, il y a aussi un GitHub, un repo qui est CSSWG Draft, où là on peut voir en fait toutes les futures specs, enfin ce qui sera peut-être amené à être dans la spec dans le futur, qui sont discutées, des choses qui vont arriver dans le CSS. Donc ça c'est bien pour se tenir un peu au courant en avance, et même si ça vous intéresse d'aller même participer pour proposer des idées ou discuter justement des nouvelles fonctionnalités qui sont encore en cours, cours de discussion, c'est possible d'y aller et d'aller peut-être pousser vos idées derrière. Pour nous, développeurs, un peu plus utile, qui est, on va dire, se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans les navigateurs et qu'est-ce qui va arriver d'utile dans les navigateurs, il y a un site qui s'appelle Interop, qui est vachement plus sympa d'ailleurs. Je vais aller basculer dessus. Voilà, où l'idée c'est que c'est plutôt de se dire ok c'est sympa, on a une fonctionnalité mais en fait elle marche que sur Chrome, Firefox, Safari, choisissez celui qui vous intéresse. En fait tous les grands fournisseurs de navigateurs se sont mis un peu d'accord pour faire des espèces de sprints par année et pour décider justement un focus sur certaines fonctionnalités où l'idée c'est d'avoir le score maximum sur l'interopérabilité sur ces scopes-là. Par exemple, on voit que cette année, il y a un gros focus sur l'accessibilité et que on est à peu près grosso modo à 86% d'interop sur tout ce qui a été rentré dans le scope. Sur le nesting CSS, on va en parler, custom properties, voilà. Vous rentrez vous pouvez voir qu'est-ce qui est actuellement en cours d'être développé pour garantir une certaine opérabilité entre tous les navigateurs. On peut voir où est-ce qu'on en est sur l'année, les scores de chaque navigateur, etc. Donc ça, c'est assez sympa pour voir qu'est-ce qui arrive et pour savoir aussi le statut d'une fonctionnalité pour se dire, tiens, le CSS nesting qu'on va vous montrer, c'est sympa, mais est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser ? Voilà. En allant sur ce site-là, on peut voir, on peut même avoir, si j'en
coche là-dessus. On peut voir justement des suites de tests. On peut aller même regarder les tests pour savoir, OK, c'est quoi finalement qui ne marche pas, qui n'est pas encore tout à fait compatible, est-ce que ça m'impacte ou pas. Voilà. On peut aller un peu plus dans le détail là-dessus. L'idée, c'était vraiment d'éviter qu'il y a 10 nouvelles features CSS qui arrivent et puis il y a Chrome qui décide de commencer par implémenter celle-là et puis Safari par celle-là. Et en fait, il faut attendre 10 ans pour que tout soit chez tout le monde. Là, ils se sont dit, voilà, cette année, on bosse tous sur celle-là, l'année prochaine, tous sur celle-là. Donc en fait, ça arrive un petit peu en même temps dans les navigateurs. OK, je vous ai dit qu'on allait commencer par des choses qui n'étaient pas forcément super récentes, mais on pensait que les rappels, c'était bien. Custom Properties, ça parle à qui? Les variables CSS, ça parle à qui? Yes. C'est le nom officiel des variables CSS, c'est les Custom Properties, qui sont donc supportés par tous les navigateurs. Petit rappel comment ça marche. Hein. Dans le CSS, on a maintenant des variables. Donc l'idée, c'est de ne pas répéter à chaque fois des choses comme les couleurs ou les paddings, etc. On peut déclarer avec 2 petits tirets un nom de variable. Et puis après, on peut l'utiliser facilement un peu partout avec le mot-clé var. On appelle le nom de la variable. Ah, oui. Et on peut l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Ça évite de dupliquer du code, de faire des copier-coller, puis d'oublier après de le remplacer ailleurs. Ça s'utilise bien quand on fait des choses comme du responsive design. Vous avez des media queries, puis vous voulez juste redéfinir finalement des tailles de fonte ou de padding, etc. Très pratique dans ce genre d'utilisation, mais aussi dans plein d'autres utilisations si vous avez des sites avec de l'accessibilité, etc. Par exemple. Et puis ça se chaîne. Hein. Vous avez des valeurs par défaut. Donc voilà, quand on utilise une variable, on va dire quelle variable on veut utiliser, mais on va aussi définir une valeur par défaut si jamais la variable n'est pas définie. Et puis on peut les chaîner, on peut dire qu'il y a une valeur par défaut, et puis une valeur par défaut de la valeur par défaut. Je ne sais pas s'il y a une limite du nombre qu'on peut en mettre, mais voilà. Et donc ça c'est bien en CSS, mais comme on peut à chaque fois, quand on fait du CSS, on essaie d'avoir une API en JavaScript pour aussi manipuler ça. Donc voilà, il y a des API en JavaScript pour manipuler les custom properties directement, ou les variables CSS si vous les appelez comme ça, custom properties. Cool, tu as commencé à parler de nesting, donc tu... Eh ben allez, on va enchaîner sur le nesting. Le nesting, un des trucs qui, moi, personnellement, m'a le plus impacté au quotidien, qui utilise des préprocesseurs type SAS, LESS ou autre. Il y en a parmi vous? Ouais. Je sais pas vous, mais moi, l'une des fonctionnalités que j'utilise le plus là-dedans, pour rendre le code CSS le plus lisible, c'est quand on a typiquement pas mal de classes qui s'enchaînent comme ça, par exemple. En pur CSS, c'est la version de gauche, là, ici, où justement, voilà, à chaque fois, quand on veut redescendre un peu dans la hiérarchie, on est obligé de tout dupliquer. Alors que quand on utilise un préprocesseur, la plupart du temps, on peut utiliser ce qu'on appelle le nesting, c'est-à-dire que justement, on va dire que sous une table, je peux aller appliquer du style, par exemple, ici, pour ma color table, ma classe color table, derrière chaque élément. Enfin, voilà. On peut nester les éléments. Alors, ça peut se débattre, hein, mais ça rend en général le code plus facilement organisable, lisible, etc. Et ce qu'on faisait justement en SAS ou en LESS, on peut le faire aujourd'hui nativement en CSS. La syntaxe est légèrement différente. Il faut juste rajouter l'esperluette un peu partout pour être sûr que on fait référence à l'élément du dessus. Mais sinon, aujourd'hui, on peut l'utiliser de partout. Donc ça, déjà, ça change pas mal. Je connais pas mal de gens qui utilisaient principalement les préprocesseurs pour du coup les variables et le nesting, deux choses qui sont aujourd'hui dans le langage par défaut. On a déjà pas mal avancé là-dessus. Un petit détail, mais qui va être super important pour la suite. La notation des couleurs change légèrement, surtout si vous voulez utiliser les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans CSS3. Historiquement, typiquement, quand on définit des couleurs via un espace, par exemple RGB ou avec le canal alpha RGBA, on utilisait des virgules, on mettait les valeurs pour le rouge, le vert, le bleu, séparées par des virgules. La nouvelle notation fait que ça a légèrement changé, on vire les virgules, on met juste des espaces et pour le canal alpha, on met un slash et on peut le définir soit par une valeur entre 0 et 1, soit en pourcentage. Donc ça, ce qui est important, c'est qu'à la limite pour le RGB, ça ne va pas forcément vous changer la vie, mais si vous utilisez toutes les nouvelles fonctions de couleurs qui arrivent dans CSS, elles ne fonctionnent qu'avec la nouvelle notation de couleurs. Donc il va falloir y passer et c'est surtout important parce que vous allez voir, il y a des trucs sympas qui arrivent là-dedans. Je parlais d'espace de couleurs, ça parlera peut-être plus s'il y en a parmi vous qui ont un peu la fibre design et qui aiment bien notamment faire des beaux dégradés. Historiquement, on sait qu'en RGB, les dégradés ne sont pas super top. Et justement, on peut utiliser des nouveaux espaces de couleurs à partir du moment où on utilise la nouvelle notation, par exemple du lab, du LCH ou d'autres choses. Profiter des super écrans AMOLED qu'on a sur nos téléphones pour aller un peu plus loin que justement le classique RGB qui a été utilisé pendant des années. On peut aller pousser un peu plus loin et avoir des couleurs un peu plus flashy, un peu plus poussé, voilà. Qu'est-ce qui fait encore que des couleurs en hexa ou en RGB et RGBA? Je plaide coupable. Hein. C'est vrai, effectivement, maintenant, les espaces de couleurs, surtout avec les nouveaux écrans qu'on a, Retina, etc., OLED, ils sont beaucoup plus grands.
que juste le RGB ou ce que vous pouvez faire en hexa. Donc utiliser ces nouvelles notations avec ces nouveaux espaces de couleurs, c'est plutôt cool. Voilà. C'est vrai que c'est un peu niche comme truc, mais sympa. Has, ok, encore un truc cool. Il y en a qui connaissent? Ok, un petit peu. Ça marche sur tous les navigateurs et il y a une petite démo. As, à quoi ça sert? L'idée, c'est de se dire, vous savez, en CSS, on peut sélectionner des sous-éléments. Hein. Si jamais je dis, je vais récupérer la sous-div ou le sous-paragraphe dans une div, c'est facile, hein, je fais div, p et je sélectionne. Mais c'est plus compliqué de voir sélectionner en fonction du parent. Par exemple, là, imaginons, j'ai un code HTML dans lequel j'ai 3 sections. Hein, vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez assez, je peux peut-être zoomer un peu plus. On a 3 sections. Il y en a certaines qui ont des images, il y a même un div un peu vide au milieu. L'idée, c'est qu'on veut styliser un peu tout ça. Donc, se dire, c'est cool, je veux styliser une section. Les sections, donc, on va mettre un truc comme ça. Hop. Je veux dire, bah, voilà, mes sections, je veux mettre un border rouge 3 pixels. OK, je peux le faire. Si jamais je veux dire, ah, c'est cool, mais je veux mettre l'image avec un border rouge, je peux le faire, etc. Mais si je veux mettre un border rouge aux sections qui ont des images, uniquement. Et c'est là que le has, finalement, il est plutôt cool, parce que je peux faire un truc comme ça, en disant, je veux styliser les sections en fonction de ce qu'elles contiennent. Là, je veux dire que la section, c'est elle qui aura le border rouge, parce qu'elle contient une image. On peut même aller plus loin, on peut même dire, je veux styliser la section en fonction non seulement de ce qui est à l'intérieur, mais aussi de ses siblings, donc des choses qui sont avant ou après. Donc je peux très bien dire un truc comme ça, je veux styliser que la section si elle contient une image, et si après elle, il y a un div. Donc c'est le cas que de la première, vous avez vu, vous avez un div juste après. Donc voilà, on peut commencer à faire des trucs comme ça, qui sont plutôt cool, pour styliser en fonction de ce qu'il y a dedans. En dessous, vous voyez, j'ai des petites listes aussi, donc c'est du ULLI très basique. Bah, de la même chose, je peux dire, voilà, je veux styliser ma liste en disant si elle a 4 ou plus éléments dedans, je veux la styliser. Vous pouvez me dire, je veux styliser ma liste, hop. Si elle a uniquement 4 éléments, je vais la styliser. Donc on peut commencer à faire, du coup, dans votre site web, vous commencez à dire, bah là j'ai des listes et en fonction de à quoi elles ressemblent, je vais pouvoir, le nombre d'éléments qu'il y a dedans, si vous avez des éléments qui sont chargés par des requêtes Ajax, etc., styliser vos listes comme ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est plutôt cool. Cool, non? Ouais, super cool. Nice. On part sur des couleurs, c'est toi les couleurs. Ah, les couleurs. Les couleurs, j'aime bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont bossé justement pour aller un peu plus loin, faire juste du CSS pour un site, c'est créer carrément des design systems? Peut-être un peu plus de niche. Ah, quand même quelques-uns. Ah, je m'attendais à moins que ça. Bah, pour le coup, Color Mix, encore une fois, si vous avez l'habitude du SAS, ça va vous changer la vie. Alors, on va repasser sur la démo. Elle est où? Elle est là. Hop. Je vais zoomer peut-être un petit coup. C'est bon. Bon, le HTML, il n'y a rien de très intéressant ici. On a quelques divs. Hop, l'idée, c'était de voir comment on joue avec les couleurs. Alors, si vous avez fait, alors c'est typiquement souvent à peu près la même chose en LESS ou en SAS. Si vous avez fait du design system justement en utilisant un préprocesseur, souvent on faisait des choses un peu similaires, du genre on définit une couleur de base et après, par exemple, on peut faire des variantes un peu plus claires de cette couleur en disant par exemple ma couleur de base, je lui rajoute 40% un peu de clarté ou je l'assombris de 15% par exemple pour les survols des boutons ou autres, ou je la rends un peu plus transparente ou carrément je mixe de couleurs, ça donne des résultats un peu comme ça. Donc ça, historiquement, on le faisait essentiellement justement via les préprocesseurs. Maintenant, on a une fonction CSS qui nous permet de faire ça, qui s'appelle Color Mix, qui est plutôt pas mal, où ça commence par dire dans quel espace de couleur on travaille. Donc le plus classique, c'est sRGB, c'est le standard dans les navigateurs, où en plus on peut mixer ça avec des custom properties CSS. Donc ici, je redéfinis ma couleur de base. Je lui dis, tiens, je vais mixer ma couleur de base avec du blanc. C'est équivalent finalement un peu à l'éclaircir. Je peux faire pareil avec du noir pour la foncer ou carrément la rendre un peu plus transparente avec une couleur de transparente. Donc le premier chiffre, c'est le pourcentage qu'on met de la première couleur et de la deuxième. S'il y en a qui suivent, vous pouvez voir que le total ne fait pas forcément 100%. Il y a une formule assez sympa, je ne vais pas vous montrer, qui justement normalise tout ça. Donc c'est pas forcément gênant. Tout est prévu. Si vous ne mettez pas de pourcentage, ça va faire du 50-50. Si jamais vous mettez que le 20%, ça va mettre 80 pour l'autre. Et effectivement, vous avez dans la doc, il y a une formule qui vous dit non, mais on a prévu le coup si jamais vous ne faites pas des maths super ouf. Il
font un truc avec des dérivés et tout. C'est ça, c'est assez marrant. Et voilà, et on peut mixer deux couleurs pour dire, par exemple, ma couleur de base ici, qui était un peu du bleu, je peux la mixer avec du rouge, et voilà, on peut faire des trucs assez sympas. D'ailleurs, est-ce que on peut montrer en zoom, c'est pas forcément pratique, mais on peut montrer, c'est que si on va se balader par là-dedans, quand on voit les color mix, si j'arrive à le voir quelque part, voilà, on peut voir, je sais pas si c'est hyper visible, dans les DevTools, en fait, on peut voir un petit peu, justement, il nous montre que la couleur est mixée, et pour de vrai, il fait le bon mix. Hein. C'est-à-dire la couleur qu'il a mis à gauche, à droite et au milieu, c'est vraiment les couleurs que vous avez spécifiées, à gauche, à droite et le résultat final. Donc c'est assez sympa, on a même la visualisation derrière dans les DevTools. Bon, ça c'est sympa, ça veut dire que déjà, aujourd'hui, Color Mix qui marche partout dans les navigateurs, on peut faire des trucs pas mal. Après, il y a un truc encore plus sympa qui commence à arriver. Hop, c'est justement si on travaille dans l'espace de couleur HSL. Alors je ne sais pas si ça parle à des gens, le HSL ici. Un peu moins. HSL pour, c'est quoi? C'est Hue, Saturation, Lightness. Ouais, je ne saurais pas faire forcément la traduction en français. Teinte, saturation, luminosité, un truc comme ça. Où on peut dire finalement, je pars de ma couleur de base. Par exemple, si je veux éclaircir une couleur, je lui dis from base color. Je garde la teinte, je garde la saturation, mais je vais changer juste le composant de luminosité derrière pour l'éclaircir ou l'assombrir. Je peux changer aussi, je garde carrément les trois composantes de base et je veux juste changer la composante de transparence. Ou bon, avec le HSL, on ne fera pas des mix, donc dans ce cas-là, on reste sur Color Mix. Mais voilà, si on veut juste changer une composante, on peut dire, OK, je reprends ta couleur et je change juste la composante qui t'intéresse. Donc ça, c'est assez sympa. Ça évite de devoir justement faire des mix avec du blanc, du noir, etc. On est un peu plus précis dans ce qu'on fait. Et ça permet notamment, voilà, si je vous montre le résultat, donc là je vous avais montré un peu tout ce qu'on pouvait faire sur ce qu'on fait en général quand on fait des design systems. Voilà, on fait des espèces de palettes de couleurs comme ça, où justement on prend notre couleur de base une fois et on va la définir. Donc là j'ai fait les deux exemples, soit avec du color mix, on peut faire les variantes justement qui vont graduellement du plus clair au plus foncé, soit avec du HSL. Alors le HSL c'est la version qui est plus sympa, mais il faut des versions plutôt à jour des navigateurs pour que ça fonctionne. Donc ça arrive un peu partout, mais si on est à jour uniquement. Vous pouvez faire une palette de couleurs avec un dégradé de 10 couleurs en juste changeant le 10%, 20%, 30%. C'est plutôt. C'est ça. Donc si je change juste cette couleur-là, je sais pas, tiens, on va faire un truc. Je sais pas, tiens, 99. Allez, j'improvise. Non, il manque une variante. Voilà. On peut changer toute la palette de couleurs, donc c'est assez sympa. Après, si un jour vous avez vos designers qui vous disent d'un coup on n'est plus orange, on est bleu, et ben voilà, on n'a pas à tout refaire et on peut le faire justement en se passant de préprocesseur. Hop. Encore des couleurs. C'était juste voilà, pour montrer HSL, Firefox, on a mis une croix, mais dernièrement il me semble que CDR plutôt il y a un flag, donc c'est en train d'arriver, ça marche presque partout. Le Color Mix lui par contre marche partout, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux variantes. Le HSL est un peu plus sympa, mais si c'est important pour vous, il faut faire gaffe. Et autre truc sympa, je te laisse. Media Coherence, c'est très rapide, rapidement, qui fait du responsive design. Ok, il y a 5 ans, c'était 10 ans. C'était mobile first friendly, les talks qu'on faisait. Media Query, juste un petit changement. Aujourd'hui, quand vous écrivez des Media Query, je ne sais pas à vous, mais moi, j'ai toujours mon cerveau qui prend une demi-seconde à se dire quand il y a un max width 750 pixels, c'est quoi? C'est quand c'est du coup inférieur à 750 ou supérieur à 750. On a une nouvelle notation, voilà, juste pour vous dire, qui marche maintenant sur tous les navigateurs, qui est beaucoup plus sympa à lire. Pareil, quand on a des intervalles comme ça, vous pouvez juste écrire ça. Ça marche. Si vous avez fait des maths à l'école, ça ressemble vachement plus à ce qu'on fait en maths. Non, c'est surtout la limite. C'est du sucre syntaxique, mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa à lire quand on voit du CSS que ce qu'on avait avant. Anyway. Et puis on a effectivement le inférieur ou égal. On n'est même pas obligé de faire des max width 299 pixels ou 301 pixels pour avoir le 300 dedans. Tout ça. Sympa. Container Query, cool. On reste dans un peu le responsive design. Donc Media Query, ça va vous parler. Media Query, c'est l'idée de se dire on va appliquer un style CSS en fonction de la taille du viewport. Le viewport, c'est un petit peu la taille de votre navigateur ou de votre écran quand vous êtes sur un téléphone. Mais ça a des limitations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des sites web, vous dire c'est cool, mais moi, c'est pas la taille. Je m'en fiche un petit peu de la taille du viewport, moi, parce que j'ai un site web qui peut être petit dedans, même si le viewport, il est grand. Et c'est pour ça qu'on a sorti les Container Query, ce qui est, selon moi, ce qu'aurait dû être les Media Query dès le départ, mais bon, c'était pas le cas. Et c'est de se dire, j'ai un site web, hop, on va revenir là. J'ai un site web comme ça, et attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les démos juste à côté. Site web basique dans lequel j'ai trois box, hein, une small, une medium, une... Attends, QWERTY. Ok.
une large, et puis... ah là 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 là, tac. Et puis dans mon CSS, ce que j'ai finalement, c'est qu'à chaque fois, elles ont donc une taille, et puis j'ai une media query qui dit en fonction de la taille, je vais changer la couleur. Ce qui fait qu'effectivement, quand je vais augmenter la taille, je vais passer au-dessus de 600, tout le monde passe en vert, je passe au-dessus de 800, tout le monde passe en rouge. Ça c'est cool, mais j'ai envie de me dire, ouais, mais mon small, il est toujours en dessous de 600, donc il s'en fiche un petit peu de la taille de l'écran, lui. Et ben, c'est à ça que servent les container query. Et en fait, comment ça marche? C'est juste qu'à la place d'écrire média, attendez, je vais revenir comme c'était avant, comme ça on ne spoilera pas. À la place d'écrire média, on va juste écrire container, et sur le bloc parent, je vais mettre un container type inline size. Je crois qu'il y a un deuxième paramètre potentiel, mais inline size, c'est ce dont on a besoin là. Donc voilà, juste remplacer le média par container. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que quand je vais augmenter, je vais passer au-dessus de 600. Donc tous les composants, toutes les divs qui sont au-dessus de 600 vont passer vert, mais celle qui est en dessous de 600 reste bleue. De la même manière, quand je passe au-dessus de 800, il n'y a que celle qui est assez grande qui va passer rouge. Et en fait, à quoi ça sert? Vous allez dire c'est cool, mais il faut faire des box de couleurs, on s'en fiche un peu. Vous avez un site web comme ça, qui est une espèce de blog. Vous avez une side nav et un contenu principal. Vous voyez, les deux composants violets là, c'est exactement les mêmes. Même code HTML, même code CSS, c'est exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a un qui est dans un espace petit et l'autre qui est dans un espace grand. Et du coup, dans un, on va dire le bouton, je le veux en dessous, mais pas en fonction du viewport, parce que la taille de l'écran, elle n'a rien à voir. C'est vraiment la taille du parent du composant. Et ce fait que là, si je commence à redimensionner, vous allez voir que, hop, celui du milieu, le bouton, il est passé en bas. Encore une fois, rien à voir avec la taille du viewport ou de l'écran, mais c'est vraiment de son parent. D'ailleurs, si je continue, vous allez voir que la side nav a disparu, elle passe en dessous. Donc là, le viewport est encore assez grand, il remet le bouton sur le côté. Puis vous continuez, hop, le bouton passe en dessous. Donc là, c'est vraiment de se dire, la taille de l'écran, on s'en fiche du viewport. C'est vraiment la taille du parent, ce qui est quand même plutôt sympa. Il y a même des gens qui recommandent plutôt du coup de dire, on fait même plus media query, on fait même carrément un container query sur le body, et puis on travaille qu'avec ça. C'est vous qui voyez. Mais voilà, plutôt cool. Bonne évolution des media query. Surtout si on fait des web components et qu'on ne sait pas exactement dans quel contexte les composants vont être utilisés. Encore une fois, par exemple, pour ceux qui font des design systems, c'est un truc juste génial, quoi. On ne pouvait pas le faire avant, ça a été demandé pendant longtemps, et aujourd'hui, c'est enfin disponible. Un autre truc, un autre problème qu'on a pu avoir, est-ce qu'il y a des développeurs mobiles ici parmi vous, ou en tout cas qui font des sites web pour mobile? Ouais, quand même pas mal. Un truc qui a été toujours sympa pendant des années sur le mobile, et qui a été une problématique pour les développeurs web, c'était justement quand on veut faire un peu en mode application, c'est-à-dire notre site web en mode plein écran, où on ne veut pas, typiquement s'il y en a parmi vous qui font des progressive web apps, on ne veut pas forcément qu'il y ait la taille ici de l'outillage, de la barre du navigateur avec l'URL, etc. Et quand on utilise justement les fonctions de viewport pour justement que ça prenne toute la hauteur de l'écran ou toute la largeur, on se dit on est en mode application, on veut justement que ça prenne tout l'espace disponible. Dès qu'on arrivait sur mobile, on avait un peu un souci, parce que sur mobile, le truc qui a été sympa, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Apple ou Android qui l'a fait en premier, bon l'un des deux, maintenant tout le monde le fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on scrolle, en général, on charge notre page web, on a la barre d'URL qui est là avec les outils pour revenir en arrière, etc. Et on scrolle, hop, ça disparaît pour laisser plus de place au site web. Le problème, c'est que la viewport 8 ou 8 ne change pas, surtout la hauteur ici dans ce cas-là. Et le fait est, c'est que si on se base là-dessus, nous, pour faire notre design, on avait souvent un bout de l'appli qui est coupé, jusqu'à ce que l'utilisateur scrolle et hop, et là on avait la bonne distance. Et ça faisait des trucs un peu moches et pas super pratiques. Sachant que justement, c'est un peu dynamique. Le truc qui est sympa, c'est qu'ils ont rajouté justement l'option de savoir si on était en mode small ou large. Justement, à savoir est-ce qu'on a les barres d'outils et d'URL qui sont visibles ou pas, ou est-ce qu'elles ont été cachées parce que l'utilisateur a scrollé ou autre, et pour justement éviter ces problèmes-là. Donc on peut cibler directement soit la taille petite, soit la taille grande avec Small View 8 SVH ou Large View 8 LVH. Mais en vrai, en pratique, alors je ne sais pas. C'est sympa d'avoir toujours le choix, mais ce n'est pas forcément ces unités-là qui sont les plus utiles. La plus utile, c'est là tout simplement la Dynamic View 8 pour dire, OK, moi je m'en fiche, je suis développeur, je veux que mon appli soit en plein écran, qu'elle prenne toujours la hauteur dispo, qu'elle soit petite ou grande. Et justement, plutôt que d'avoir justement le problème de ça déborde, en général mes boutons en bas sont à moitié cachés ou des choses comme ça, en utilisant 100 DVH au lieu de juste Viewport 8, on a tout simplement plus de problème. On a le même effet qu'on a finalement dans les applications mobiles natives, où justement, si on a la barre qui se cache, on a toujours le bon espace, on a toujours les éléments qui sont placés au bon endroit. Donc un truc quand même assez sympa, ça ne change pas grand-chose en termes de syntaxe, mais ça change quand même pas mal la vie de quand on fait justement ce genre de design. Un autre truc
qui est quand même pas mal, qui a été rajouté, c'est Asperatio. Est-ce qu'il y en a qui connaissent parmi ici la propriété Asperatio? Ah, quelques-uns, un peu moins. On va passer par une petite démo. Elle est où la démo Asperatio? Elle est là. Problème assez courant. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui, comme moi, aiment bien lire les news sur le téléphone en buvant le café le matin. Un truc qui est particulièrement énervant, c'est qu'au milieu de toutes les pubs qui se chargent ou autres, on a surtout le problème de quand il y a les images ou quand on est sur de la 3G dans le train ou autre, les images qui sautent. Vous savez, le petit effet de il n'y a pas l'image qui est chargée, on est en train de lire le texte, et puis d'un coup, pop, il y a l'image qui charge et on ne sait plus où est-ce qu'on est dans le texte parce que ça a popé, ça a bougé, et finalement, on perd son fil de lecture. Ça parle à des gens, ce problème-là? Voilà, le truc un peu pénible. Du coup, avec justement la propriété Asperatio, on peut... Oula, je repascule, voilà, en QWERTY. Avec la propriété Asperatio, on peut dire mon image, je sais qu'elle est par exemple carrée, ici, format facile, et même quand elle n'est pas chargée, du coup, elle va prendre la bonne taille. Et là je l'ai mis width 100%, elle est responsive, il n'y a pas de souci. Donc je suis en train de lire, ok, je m'en fiche, j'ai pas l'image. Et le moment où l'image charge, elle est là, voilà, j'ai pas perdu mon fil du texte. Pas grand chose à faire au niveau du code. Par contre, derrière, c'est quand même assez sympa pour les utilisateurs. Un autre avantage, c'est que, alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà eu le cas quand on veut faire de l'embedding de vidéo. Alors s'il y en a qui ont eu ce fameux bout de code dans le pourcentage, parce que c'était un peu le workaround à l'époque, de calculer l'inverse de l'Asperatio et de mettre une hauteur à 0 et de jouer avec le padding pour que justement on ait finalement des vidéos responsives, jusqu'à la propriété Asperatio, c'est à peu près le seul workaround qu'on avait pour faire marcher le truc. Donc on se faisait un peu mal à la tête, surtout si derrière il n'y avait pas de commentaires et vous disiez mais pourquoi 56,25%, ça correspond à quoi ce truc-là? Je ne sais pas vous, mais je pense que le code du dessous est légèrement plus lisible. On voit Asperatio 16 neuvième, on fait OK. D'accord, notre vidéo doit rester en 16 neuvième, tout va bien, elle est responsive. Et derrière, on a du code un peu plus lisible. Donc pareil, sucre syntaxique, mais qui rend le code un peu plus lisible, un peu plus sympa à écrire aussi. On est pas mal? Oui, cool. On passe pour un truc un peu plus expérimental maintenant. Voilà, là on vous a parlé de choses donc, type les custom properties qui sont déjà là, des choses qui sont un petit peu plus avec des color mix, etc. Pour la fin du talk, on a choisi deux petits coups de cœur sur la palette de nouvelles choses qui arrivent en CSS. Moi j'ai pris les view transitions parce que pendant très longtemps, j'ai fait des talks pendant longtemps sur les Pressy Web Apps et j'étais tout content, genre ah ça y est, on va rattraper les applications mobiles, faire des trucs cool aussi. Mais en fait, il y a toujours plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et les view transitions, c'est encore une fonctionnalité qui, pour moi, fait qu'on va se rapprocher un peu plus des features qu'on peut voir sur les mobiles. Notamment, sur les mobiles, toujours été jaloux ils cliquent sur un lien et on a une animation qui va sur la page d'après. Alors que nous, historiquement, on clique, page blanche, et on arrive sur la page d'après. Alors, c'est pas encore super ouf. Il y a un flag dans Firefox où il y a quelques bugs. C'est pas encore sous Safari. Mais ça arrive, donc c'est plutôt bien. Les view transitions, qu'est-ce que c'est? Vous avez un site web basique, vous voyez mon équipe en plus, c'est génial. Un site web de base, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur un lien, hop, je passe sur une page. Jusque-là, je ne vous ai rien appris, j'espère. Mais ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a un petit effet de transition. Et c'est à ça que vont servir, du coup, les view transition. Tac, 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 je vais mettre le code juste après. Donc là, j'ai mon site web, donc rien de bien spécial. J'ai mes pages avec les autres personnes. Fais gaffe, je pense que tu es encore en QWERTY. Ouais, okay. Et je vais zoomer. Hop, ça, on s'en fiche. Et en fait, ce qui va se passer, j'ai juste rajouté un petit bout de JavaScript. Aujourd'hui, il y a de JavaScript dans les view transitions. Il y a des discussions pour savoir si on ne va même pas complètement enlever la partie JavaScript. Mais ça reste très très simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est ça. J'ai un document.startViewTransition. Et en fait, ce que ça va faire, ça, dans votre navigateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'espèce de snapshot de votre page actuelle. Il va prendre un snapshot de la page sur laquelle vous voulez aller. Il va comparer les deux. Et puis, il va faire une espèce de transition. Et puis après, il vous renvoie un callback dans lequel votre routeur, finalement, il va changer la page. Donc là, c'est un peu un routeur fait à la main où je vais récupérer le HTML et le foutre un peu brutalement. Mais si vous avez un framework, que vous faites du React, du Vue, peu importe, il y a déjà des bibliothèques qui existent pour les utiliser. Et c'est là que le routeur, finalement, il fait la transition. Donc voilà, c'est tout simplement, il n'y a que ça à faire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant si je retourne dans mon application? Parce que vous voyez, il y a un petit effet. Vous l'avez vu ou pas? Petit effet un petit peu flou, un petit peu fondu. Ouais, on le voit un peu. Hein. Allez, on va... Si vous ne savez pas débugger les animations, dans Chrome, on peut débugger les animations. Hop. Maintenant, quand je clique, j'ai effectivement une animation qui se fait de fondu entre mes deux routes. Et j'ai vraiment un changement de route. Hein. Ah, attendez, c'est que le début. Et vous voyez, et en fait, si on regarde d'ailleurs ce qui se passe, c'est plutôt cool, c'est que plutôt que ça soit de la magie qui se passe dans le navigateur, on ne sait pas ce qui se passe.
vous avez vu, il y a l'API, elle rajoute là-haut, dans le HTML, elle va rajouter des sélecteurs CSS, des pseudo-sélecteurs CSS. Et si je regarde, j'ai deux pseudo-sélecteurs. Là, j'ai un view transition old et un view transition new. Il y en a un, c'est la transition qui se fait quand j'ai l'ancienne page qui part, et l'autre, c'est la transition qui se fait quand j'ai la page qui arrive. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe, là, tac, 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 tac. Oui, j'en ai un, du coup, dans le old, j'ai un fade-out qui se fait. Là, j'ai un fade-out qui se fait, et dans la new, j'ai un fade-in qui se fait, effectivement. J'ai le flouté, le fondu qui s'en va et le fondu qui revient. C'est plutôt cool parce que le fait qu'il y ait ça, ça veut dire qu'on peut custom. C'est directement là. C'est du CSS, on fait ce qu'on veut avec du CSS. Et du coup, petite autre démo. Si jamais, donc même application, hein, j'ai mon même app.js, je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, ce que j'ai fait là, c'est que vous avez eu les petits view transition old et new. Ben, je les ai stylisés. J'ai fait, ben non, mais c'est cool leur fondu, mais moi, je veux quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, j'ai juste une animation que j'ai créée. Hein. Donc, si vous regardez là, cette animation, si vous regardez d'ailleurs les noms de l'animation, vous allez comprendre de ce qui se passe. J'ai du zoom out, du flip in, flip out, etc. Et en fait, du coup, je peux avoir des choses, hop, je peux faire des choses assez sympas comme je clique et j'ai un super effet de changement de page. Waouh! Faites pas ça chez vous, c'est pas super ouf pour l'expérience utilisateur, mais c'est faisable. Mais on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte que la page elle parte en feu et que la nouvelle elle arrive en dansant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, si je regarde, quand je débug, j'ai effectivement mon animation là, avec mon zoom out, j'ai mon flip out de l'ancienne page et le flip in de la nouvelle page, et j'ai le zoom in d'après. Faire les choses comme ça. Et déjà, là, on se dit, ah, on peut faire des trucs un peu sympas quand ils font dans le mobile. Mais ils font encore des trucs plus cool dans le mobile. Ils peuvent faire des choses où vous avez une view, vous savez, avec des photos, vous cliquez dessus, puis la photo, elle zoome sur la page d'après. On peut faire ça aussi. J'ai, hop, même chose, une autre démo, enfin, même démo, même code. Tac, 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 tac. Il est où? Donc, toujours ma page. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un truc qui s'appelle... Oups. Il est où? Ah, View Transition Name. Mais en fait, cette nouvelle propriété CSS, si vous avez un composant sur votre page de départ qui a le même View Transition Name que le composant, que le nœud sur la page d'arrivée, alors il faut qu'il n'y en ait qu'un seul à chaque fois, sinon il n'aime pas, qui a le même nom, et bien, il va savoir que ce sont les mêmes composants et il va faire une animation entre les deux. Vous voyez, c'est clair ou pas? Si c'est pas clair, petite démo. Même chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai des composants avec des images là, où j'aurais mis un view transition name qui est le nom de la personne, et puis sur la page d'après, j'ai un view transition name sur l'image pareil. Et en fait, ça va me permettre d'avoir des petites animations comme ça. Vous avez vu la photo? Finalement, c'est la photo qui va s'agrandir et qui va arriver sur la page d'après. Si je repars sur du debug de JavaScript, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir donc la photo qui va s'agrandir. J'aurais pu faire pareil avec le nom Laura qui aurait été migré vers la partie en haut à gauche de la page qu'il avait voulu. Mais l'idée, c'est quoi là? Il sait que quand il fait le snapshot des deux pages, les deux composants sont les mêmes et il va faire du coup ce zoom-là. Et là, pareil, hein, vous pouvez styliser, l'image, elle peut tourner pour arriver à son point d'arrivée. C'est vous qui voyez. Voilà, plutôt cool à utiliser. Il y a déjà des démos sympas qu'on voit sur Internet. Vous avez des choses comme ça. Là, c'est un espèce de lecteur, comme vous en avez dans plein d'applications. Et on pourra avoir des petites choses sympas. Donc là, j'ai une vue avec mes playlists. Je clique, j'arrive sur la vue avec la playlist et mes musiques. Même quand il y a des vidéos, ça c'est plutôt cool. Hop, vous voyez, la vidéo, ça s'arrête même pas. C'est magnifique. Donc là, ça c'est l'application qui marche avec les mêmes choses que je vous ai montré juste avant. Ça marche avec le plupart des frameworks. Celle-là, elle est faite avec Astro. On peut faire des animations comme ça qui étaient avant uniquement disponibles sur mobile. Voilà. Le web vaincra. Plus besoin d'être jaloux. Plus besoin d'être jaloux. Il y a encore plein de choses. Mais non, mais c'est quand même une bonne avancée. Une autre chose que j'ai trouvé sympa, j'ai pris 2 coups de cœur, désolé. Animation Timeline, ça c'est vraiment tout récent, on a trouvé la démo il n'y a pas longtemps. Il essaie de se dire pareil, des choses qu'on pouvait faire avant avec du JavaScript, là on peut les faire maintenant avec du CSS. Alors c'est pas moi qui ai fait la démo, elle est faite par Jason Lengstorff. Et c'est de se dire, j'ai du coup un espèce de blog là, et j'ai rajouté une petite propriété CSS, vous voyez sur la gauche là, qui est Animation Timeline, dans lequel je vais lui dire, je veux appliquer un effet, qui est l'effet qui est en dessous, quand mon composant, mon élément, il est à 20% du bas de la page, et je veux que l'effet se finisse quand il est à 60% du haut de la page. Et en fait, ça permet d'avoir des choses comme, vous voyez le petit truc jaune qui se met sur le texte. Donc là, il commence quand je suis à 20% du bas, et il finit quand je suis à 60%. Si jamais, par exemple, je vous mets un truc comme 20% là aussi, il va être beaucoup plus lent, parce qu'il va commencer à 20% du bas,
mais il va se finir que quand il est à 20% du haut. Voilà, donc on peut utiliser ça. Vous pouvez faire. Quand vous avez des sites web, par exemple, vous avez des cartes, faire les cartes arriver au fur et à mesure. C'est des choses qui sont beaucoup plus simples à faire maintenant en CSS sans avoir du JavaScript qui vous dit bah, je vais faire mes cartes qui arrivent au fur et à mesure que la personne elle scroll ou afficher des choses. Voilà. Petit truc sympa. Avant, il fallait du JavaScript partout pour faire ce genre de truc. Ouais, mais c'est génial maintenant, CSS. Ça. Bon, ça, c'est typiquement le genre de truc que tous les gens du marketing adorent. Hein. Pas sûr que ce soit bien pour les utilisateurs, mais... Si, c'est cool. C'est joli. Bon, en parlant de trucs un peu plus utiles pour les utilisateurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première démo que j'avais faite sur ColorMix tout à l'heure. On va essayer de la retrouver ici. Voilà, je ne sais pas s'il y avait... on parlait design system, il y a peut-être un truc qui vous choque là dans l'image, non ? Ouais, le texte, hein, c'est pas top. Donc c'est sympa, je change ma couleur de fond, mais le texte, typiquement ici, noir sur couleur foncée, c'est pas hyper lisible. Voilà, l'idée c'est que avec Color Contrast, on a un moyen. Alors, petit disclaimer, on aura peut-être un moyen un jour de faire ça plus simplement. J'ai quand même voulu le montrer. Il marche que sous Safari, que derrière un flag développeur. Voilà, ça limite beaucoup le use case, mais juste parce que c'est quelque chose qui me tenait un peu à cœur, donc je voulais quand même montrer parce que c'est assez pratique. Non, mais surtout qu'en plus, il fait cracher Safari. Hein. Ouais, faut pas trop jouer, cumuler plusieurs niveaux de variables CSS en plus si on joue avec. Mais derrière, le résultat est quand même assez sympa. Alors on a quand même... Elle est où la petite démo contraste ici ? Donc voilà, bon, vous doutez bien, l'idée, c'est que derrière, on a une couleur de texte, une couleur de fond. La couleur de fond, on la génère automatiquement avec du ColorMix ou du HSL, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, ici, j'ai fait quoi ? J'ai fait du ColorMix partout. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ici, notre couleur de texte s'adapte automatiquement si on change la couleur, si elle est plus ou moins foncée. Et pour lui dire, pour faire ça... Alors, cette nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible partout, mais ce serait bien qu'elle le devienne rapidement, avec Color Contrast, on peut lui dire, OK, ma couleur de fond, c'est ça ici. On peut même lui spécifier une variable CSS. Et compare-la à du noir ou du blanc et récupère parmi ces deux couleurs, on peut en mettre plus, on peut même en mettre 3, 4, 5, récupère-moi celle qui a le meilleur contraste par rapport à cette couleur de fond définie là. Alors vous me dites comment on fait, parce que la couleur de fond elle change à chaque fois. C'est une variable CSS et le truc sympa avec les variables CSS, c'est qu'on peut les redéfinir à plusieurs niveaux. Donc typiquement ici là dans mes divs, à chaque fois là, je redéfinis ma variable de fond, -bg color, et du coup je peux adapter mon contraste. J'ai mis une seule fois, j'ai mis tous mes divs. La couleur du texte, c'est ma variable couleur contraste. Je n'ai pas besoin de le spécifier pour chacun. Vous voyez que je change juste la couleur du fond et derrière il va automatiquement piquer. Alors le truc marrant, c'est que je vous ai dit, ça marche pas dans les navigateurs, comment je le fais marcher là. On va quand même essayer de changer la couleur pour montrer la démo en live. Je sais pas, on va les mettre à, j'en sais rien, un truc rouge, un truc un peu bien illisible. Faut que je fasse rafraîchir le truc, voilà. C'est que vous doutez bien l'astuce, comme partout quand, dans le monde du web, quand on a des fonctionnalités qui ont l'air sympas mais qui ne marchent pas encore, on peut avoir des polyfills. Donc il y a un petit polyfill à base de JavaScript qui dit ok, on va aller récupérer la couleur de fond, on va la parser et on va réimplémenter la fonctionnalité Color Contrast si elle n'est pas dispo. Donc bon, aujourd'hui on ne se passe pas encore de JavaScript. J'aimerais bien que ce petit bout de code là, on n'ait plus besoin de le faire à terme. Mais l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même sympa, quoi. L'idée de se dire, ok, on n'a plus besoin de faire ces calculs-là à la main, surtout que ce n'est pas forcément des calculs simples, parce que ce n'est pas juste basé sur la luminosité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a tout un calcul par rapport à la perception de l'œil humain pour savoir qu'est-ce qui est un meilleur contraste justement par rapport à une couleur de fond donnée. Dès qu'il y a l'accessibilité, c'est plutôt cool. C'est ça. Et du coup, il faut que je retrouve le site pour la transition qui est. Il y en a qui connaissent. Vous faites comment en général aujourd'hui ? C'est une question ouverte, ça va être compliqué. Ouais. Allez, bon, vas-y. Est-ce que ce site-là parle à des gens ? Le site de WebIM. Cool, ok. Quelques-uns. Shame on you, tout le monde devrait le connaître celui-là. Justement, alors aujourd'hui les problématiques d'accessibilité, c'est pas nouveau, mais elles deviennent de plus en plus importantes quand même, surtout garantir que justement tout le monde puisse utiliser les sites web. Et c'est pas que une question d'avoir justement des défauts de vision ou autre, ça aide vraiment dans pas mal de use cases, et notamment quand on parle de color contrast. Justement, ici, on a sur le site du WebIM un contrast shaker où on peut dire justement, tiens, ma couleur de fond, je sais pas, c'est du rouge. Bleu sur rouge, ça va vraiment pas être lisible. Je sais pas, ma couleur de devant, voilà, je vais mettre un peu un jaune et ça va vous dire justement selon les différentes normes d'accessibilité, selon la taille du texte aussi, parce que pour les normes, si vous voulez respecter le WCAG qui est la norme d'accessibilité, ça prend en compte la taille du texte
en plus de la couleur pour savoir si ça passe ou pas. Donc là, typiquement, 4.3, ça passe pas. Pour respecter le minimum qui est la norme AA, il faut 4.5. Donc il faut que ma couleur soit un peu plus voilà, lumineuse. Donc ça c'est surtout utile si vous avez un impact, si vous bossez au niveau du design des composants ou des couleurs, pour définir la charte graphique pour que ça reste lisible. Il y a un truc un peu plus sympa que le site du WebAIM à chaque fois pour vérifier les couleurs une par une, c'est que c'est embarqué aujourd'hui directement dans le navigateur. Donc par exemple, si je reprends ici ma couleur, ici, je vois que j'ai ma couleur là, RGB. Si je clique dessus, je retrouve cette valeur de contraste ratio. Je peux même déplier et qui va me dire justement est-ce que je suis à la norme AA ou AA, AAA, et je peux même lui faire générer une couleur qui, elle, va respecter le contraste minimum, donc 4.5. Il va me changer la couleur et me dire ok, ta couleur de base, elle ne l'était pas. Par contre, si je vois là une suggestion de couleur qui reste dans ton idée, mais qui, elle, passe le contraste, quoi. Donc voilà, c'est directement embarqué dans les DevTools, donc c'est quand même assez pratique. Hop, si on revient derrière. Donc bon, malheureusement, color contrast que je vous ai montré, l'idée reste sympa avec ce color contrast là, mais aujourd'hui on ne se passe pas du petit bout de polyfill, mais si vous voulez anticiper, le petit bout de polyfill rend quand même bien des services aujourd'hui si vous voulez vous passer complètement de préprocesseur. Mais c'est bon de savoir que ça arrive. C'est ça. En restant dans cette problématique d'accessibilité justement et de contraste notamment, il y a comment ça s'appelle ? De la même façon qu'on fait des media queries, on peut justement aussi adapter nos sites web aux différents besoins de contraste. Donc il y a des gens qui ont des soucis de vision, qui ont besoin typiquement de plus de contraste. Il y a aussi des gens qui préfèrent des contrastes qui, à l'inverse, ont trop de perception, qui préfèrent un contraste moins évolué. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui est supporté et qu'on peut intégrer aujourd'hui dans nos applications. De la même façon qu'on fait les media queries, cette fois-ci, plutôt que de se baser sur la largeur de l'écran ou la taille du conteneur, on peut se baser sur les préférences de l'utilisateur. Donc c'est des choses en général qui se règlent au niveau système. C'est supporté sous Windows, sous Mac, sous Linux aujourd'hui. L'utilisateur en général qui a des besoins spécifiques en termes de contraste et d'accessibilité, il set ces options-là au niveau de son système d'exploitation et c'est récupérable via le browser. Par exemple, on peut dire que par défaut, ici, ma classe contraste, je respecte la norme WCAG de base, un contraste de ratio de 5:1. Par contre, si l'utilisateur a des besoins de contraste un peu plus poussés, qu'il a sélectionné, j'ai besoin de plus de contraste dans mon système, on peut adapter la feuille de style et dire on va changer un peu les couleurs et on va pousser le truc au-delà de la norme même recommandée pour adapter ça aux besoins de l'utilisateur. Et on peut faire, bien sûr, il y a Prefers Contrast Less pour ceux qui, au contraire, aimeraient un contraste un peu moins poussé, qui fait un peu moins mal aux yeux. Donc voilà, on a ces options-là, et ça, par contre, c'est utilisable partout aujourd'hui. Et c'est des choses, justement, qu'on commence à voir de plus en plus. Cool. Donc, on arrive à la fin. On arrive vers la fin. C'est fini les démos. Avant de nous quitter, quelques petites ressources, si jamais vous voulez aller un peu plus loin. Il y a le site developer.mozilla.org, vous allez retrouver toutes les informations sur les différentes API, notamment, par exemple, sur il se passe quoi quand il y a plus de 100% dans le color mix. Web.dev, qui est aussi un site sur lequel vous avez énormément d'informations, de tutoriels sur des choses qui arrivent, puis des choses qui sont un peu aussi là. Et puis je vous ai parlé au début du confinement. C'est la chaîne qui m'a fait aimer le CSS, voilà, Kevin Powell, qui fait énormément de choses. Il fait des petites vidéos sympas sur... ça, c'est les nouvelles API qui viennent d'arriver. Il fait des vidéos un peu plus longues sur... essayons de recréer le site, la page d'accueil de Netflix, peu importe. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir, c'est super sympa. Il y en a pour tout le monde. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une bonne fin de conférence. Et comme on n'a pas le timer officiel, je ne sais pas si on a du temps pour quelques questions, éventuellement. 2 minutes. Ouh, vous êtes tous beaux. Et s'il y a des questions, il y a un micro, vous pouvez aller prendre des questions, ou si jamais vous avez la flemme, on peut les prendre et les répéter. Ah, le micro se balade. Oui, bonjour. Petite question sur ça, Céleste, toujours nécessaire avec toutes ces nouveautés ? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore faire, mais qui sont d'ailleurs dans des discussions, des choses comme tout ce qui est fonctions, les mixins, ou faire des boucles, etc. Sans fonctions et mixins, il y a des discussions sur le GitHub pour potentiellement avoir ça dans CSS un jour, des grosses discussions. Mais oui, pour générer des nouveaux fichiers, vous faites tout ce qui est boucles pour générer des choses, les mixins, les fonctions, ce n'est pas encore des choses qu'on a. Mais c'est en discussion.
C'est ça. Donc oui, si tu as besoin de ça, ça peut être encore. La réponse courte, c'est moi je dirais que si tu es un développeur d'application, tu n'as plus forcément besoin d'utiliser SAS ou CSS. Typiquement, moi aujourd'hui, je fais énormément de web components, on s'en passe très bien et à l'inverse, ça permet de laisser la main à l'utilisateur pour customiser par exemple les couleurs et autres avec les custom properties. Si tu es développeur de librairie, je sais pas, type Bootstrap, pour ceux peut-être qui font encore du Bootstrap ou autre, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de s'en passer parce que voilà, justement, il manque des boucles, il manque des choses peut-être un peu plus avancées. Ça commence à arriver, mais voilà, alors c'est peut-être pas le use case de tout le monde de développer des librairies CSS, à part si vous faites vraiment tout le thème pour votre société. Mais voilà, du point de vue développeur, je pense qu'on arrive à un stade aujourd'hui où, ne serait-ce qu'avec les variables, le nesting et toutes les fonctions de création de couleurs, on arrive à, on va dire, au plus gros des besoins qui est couvert. Merci, c'était super intéressant. J'ai une question par rapport au color contrast. C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on peut lui demander une valeur à respecter justement de contrast ratio? Parce qu'on avait vu quand on le laissait faire, il y a certaines couleurs qui sont quand même pas accessibles. Est-ce que c'est le polyfill qui fait ça ou on ne sait pas encore? Alors aujourd'hui, il choisit la couleur qui a le meilleur contraste. Par contre, il n'est pas encore capable, en tout cas dans la spec qui est discutée, qui est proposée. Alors, on en est vraiment au tout début, hein, comme tu vois, c'est disponible nulle part, c'est pour ça. Il y a justement, c'est une des questions qui a été soulevée, je crois que je l'avais vu poser quelque part sur le GitHub, où justement, non, on ne peut pas spécifier de valeur donnée. Ce serait quelque chose de bien, mais ça veut dire qu'il faut calculer les couleurs des deux côtés, parce que des fois, typiquement, par exemple noir ou blanc, on a les deux opposés en termes de contraste. La seule solution, si tu veux respecter une valeur, ça va être de changer la couleur de fond que tu lui donnes. Donc quelque part, on n'est plus dans juste choisis le meilleur contraste, mais adapte ta couleur. Et là, c'est des calculs aussi à savoir quelle formule on va prendre pour calculer justement ce ratio et autres. Ça, je crois que j'ai vu des fonctions passer, par contre, en SAS ou en LESS pour être capable de le faire. On peut le faire en JavaScript, mais voilà, aujourd'hui, pas en CSS malheureusement. Et en tout cas, j'ai pas encore vu quelque chose de prévu là-dessus. Ce serait bien que ça arrive, je suis d'accord. Ah, ok. On arrive à la fin du temps. Écoutez, bonne Merci à conférence. tous.